Bonjour à tous et content de vous retrouver pour ce nouveau numéro de cette année-là. Mais avant de commencer, je vais avec nos invités qui sont de ma droite Daoud Bagazala. Bonjour Daoud. Rodolphe Carte, Bonjour Patrick. toujours là. Hein. Anthony Marinier qui est Bonjour avec Patrick. nous et alors c'est plus un petit nouveau maintenant François Devoyer parce qu'on l'a vu le mois dernier au moment de la présentation de ce magnifique numéro d'éléments que vous pouvez trouver en kiosque depuis un petit moment et qui marche très fort pour l'instant chez nos abonnés et nos lecteurs. Nous on va partir. Je vais vous montrer une très belle couverture. C'est la couverture d'un Nouvelle École qui date de 69, pardon. Exactement, juillet, août 1969, qui était sur l'écriture. Et ça va être l'année qu'on va voir avec vous, avec ce numéro. Et mon cher Anthony, vous allez nous faire une petite présentation de ce qui s'est passé en 69, l'année, comme disait Serge Gainsbourg, l'année érotique. Érotique, exactement. Voilà. Année érotique selon Gainsbourg, mais surtout année décisive pour nous et notre courant de pensée, la Nouvelle Droite, parce que c'est en 1969 que le GRES, le Groupement de recherche et d'études pour la civilisation européenne, est officiellement créé par une quarantaine de personnalités, de militants et d'intellectuels, parmi lesquels Alain de Benoît, Dominique Vénère ou Jean-Claude Vallin. Et pour resituer un petit peu le GRES et la Nouvelle Droite, l'idée c'est d'abandonner le champ de la politique politicienne pour se consacrer à la métapolitique et ce qu'on appelle le gramscisme de droite. 1969, c'est également la création du journal pamphlétaire L'Idiot International par Jean-Édard Nallier. C'était la première version pour les... Exactement, la première version. Côté culture, on déplore la mort de Jack Kerouac, l'écrivain emblématique de la Beat Generation. Et pareil, côté littérature, celle de John Kennedy Toole, le génial auteur de La Conjuration des imbéciles, que j'invite tous les auditeurs et les téléspectateurs à lire. Côté politique, en France, on a la démission du général de Gaulle et l'élection de Pompidou. En Libye, Kadhafi prend le pouvoir. Et aux États-Unis, Richard Nixon devient président. Bon, ben très bien. Alors, il y a une dernière info. Qu'est-ce qui s'est passé en 1969 pour que Nouvelle École mette une fusée? C'est les premiers pas de l'homme sur la Lune. Et voilà, c'est le 21 juillet à 3h56 heure française que Neil Armstrong pose le pied sur la Lune. Et alors, à l'époque, je vais vous lire juste ce petit extrait parce que c'est quand même très savoureux. Il n'est pas signé à l'époque, l'introduction, ce qui était « Cet homme qui marche sur la Lune est celui qui, dans les zones tempérées de la planète, n'a jamais accepté vraiment de suzerain, ni à son intuition, ni à ses prérogatives. L'homme blanc qui s'est entouré de dieux sans leur laisser la libre disposition de son génie. Ailleurs, chez les Asiatiques, les Noirs, les précolombiens, l'homme abdiquait devant ses propres mythologies. Lui qui ordonnait soit d'agir dans un sens précis, soit de s'abstenir de toute action, la curiosité inlassable, la remise en cause de soi, l'insatisfaction devant les mystères de la nature sont les apanages de cet homme blanc, que les croyances ont parfois guidé sans qu'ils se permettent jamais qu'elles l'écrasent. » À l'époque, le GRES, c'est l'homme blanc, c'est l'homme qui réussit, c'est celui qui va sur la Lune. Et on voit que dans les années 80, nos amis du GRES voient bien que les échecs des guerres coloniales, ils arrivent avec un discours qui est plus ethno-différentialisme, avec un respect des peuples, des terres, des cultures et de la nature. On a un respect de la nature alors qu'à cette époque-ci, on veut contrôler la nature. Cette idée-là, elle est en train de revenir dans une toute jeune génération et on s'aperçoit que ces idées que le GRES se trouvait innovantes sont ringardisées par une nouvelle génération qui, alors je vais m'adresser à Rodolphe, vous êtes le plus jeune de cette table. Oui. C'est ça. Vous avez l'impression que on le défend pas assez, l'homme blanc. C'est un peu cette impression que ça donne et que ces vieilles thèses de ethno-différentialisme, de respect de toutes les cultures, ça marche pas, ça fonctionne pas. Oui, peut-être remettre aussi dans le contexte que notre génération arrive après des générations justement qui se sont couverts aussi la tête de cendre à cause de la repentance mémorielle, de la repentance coloniale, etc., etc. C'est vrai que nous, dans la jeune génération,
je m'en suis rendu compte aussi, parce que moi qui suis né dans un petit village au Savoyard, la question identitaire, on ne se la posait pas forcément, parce qu'on n'avait pas d'altérité. En fait, on est identitairement inscrit dans un territoire par l'enracinement, et en fait, on n'a pas quelque chose qui nous renvoie à notre identité de blanc. Mais par contre, on s'est rendu compte, à cause justement des bouleversements démographiques qu'on connaît dorénavant en Europe de l'Ouest, mais aussi aux États-Unis. Il ne faut pas aussi le sous-estimer, cette bascule. Et peut-être revoir là-dessus le livre de Samuel Huntington en 2004, « Qui sommes-nous ?», qui est peut-être plus intéressant que le choc des civilisations, parce que Samuel Huntington pose la question du devenir de la nation américaine le jour où les Blancs, donc ceux qui ont constitué la nation américaine, les WASP, descendants des Européens, allaient devenir minoritaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je m'en suis rendu compte en côtoyant plus de jeunes déracinés, qui sont parfois nés dans des environnements, je ne vais pas dire hostiles, mais en tout cas dans des environnements où ils étaient en situation de minorité, que le premier facteur identitaire par lequel on peut se construire une identité quand on a une famille déconstruite, quand on n'a plus la religion, quand on n'a plus le réseau communautaire de base, eh ben c'est l'identité première, c'est celle de blanc, c'est la blanchité, comme dirait Ouria Boutelja, mais vraiment c'est le fait d'être blanc. Donc après, moi qui suis sur une voie un petit peu, on va dire parallèle, Oui, vous êtes en plus vous êtes un peu souverainiste, alors. Oui, mais par contre, je renie absolument pas la dimension identitaire du combat aussi qui est fondamentale. Et donc on a aujourd'hui une tentative d'alliance avec François le mois dernier, on insistait sur les Nicolas Quipel, et Nicolas Quipel c'est aussi une chose un peu plus profonde parce que c'est aussi la volonté de convergence entre d'un côté le libéralisme et de l'autre côté le conservatisme ou l'identitarisme. Et à mon avis, enfin en tout cas c'est ce dont on s'est rendu compte, vous avez toute une frange des identitaires, notamment des jeunes identitaires qui se sont dit l'ethnodifférentialisme, la recherche d'une troisième voie entre le capitalisme et le communisme, ça, on va laisser ça de côté. Et aujourd'hui, on va essayer de séduire notamment les libéraux qui constituent souvent, on va dire, l'élite des sociétés occidentales pour essayer de les convertir justement à l'identitarisme pour qu'ils se rendent compte. J'ai plus le titre d'un livre, vous savez, qui a été pas mal sur le sujet, c'était The Word, les personnes bizarres, je sais plus, qui revenait justement en mentionnant que le décalque libéral universaliste qu'ont les Blancs, en fait, on ne peut pas le décalquer aux autres civilisations. Et justement, les identitaires ont parié que dans les années à venir, les libéraux, colorblind, universalistes dans leur mode de fonctionnement allaient se rendre compte, notamment avec l'insécurité montante et les bascules démographiques, que justement, le monde libéral capitaliste, il est possible que dans des sociétés homogènes, et donc ils allaient faire la bascule vers l'identitarisme. Alors, c'est un projet qu'ils ont fait. On voit que c'est un courant qui a plutôt le vent en poupe dans la jeunesse. Et à mon avis, il faut poser cette question parce qu'elle est fondamentale. Oui, nous sommes blancs, mais par contre, je pense qu'on est un peu plus que ça. Moi, en tant que nationaliste et même au sein de la Nouvelle Droite, on est aussi européen d'une certaine région ou d'un pays. Mais ah oui, quand même. Daoud, j'ai l'impression que cette nouvelle génération qui revient en fait au mythe prométhéen, c'est ça, est fascinée par l'IA, le transhumanisme, a un mépris du climat total pour eux. L'homme dominera la nature. C'est un retour, c'est quoi? C'est un retour en arrière ou c'est parce que on n'est plus capable de leur parler et qu'ils ont besoin de rêver comme à l'époque de 69? Alors je pense que avant de les juger, de psychiatriser, faut effectivement remettre les choses dans leur contexte. Effectivement, cet attrait pour le prométhéisme, peut-être que c'est une réaction, à mon avis, à tout un tas de phénomènes qui contestent. Par exemple, le présentéisme, on a l'impression qu'il n'y a plus véritablement d'espérance aujourd'hui. D'ailleurs, dans tous les coins de l'échiquier politique, il n'y a plus vraiment de progrès. Donc il y a peut-être une fuite en avant technologique, parce que l'IA, c'est une des rares réalités tangibles qu'il y a aujourd'hui, par exemple. Donc on n'est plus dans les missions sur la Lune. Donc vous avez d'un côté peut-être une toute petite marche qui est dans un passéisme un peu creux, type cabinet des antiques, qu'on ne jugera pas non plus, donc dans la restauration. Et puis, il y a, pour reprendre un slogan de la droite italienne non conformiste de l'après-guerre, peut-être qu'ils ont la nostalgie d'un avenir, comme disait Almirante, c'est-à-dire qu'effectivement, il s'agit, sinon de créer des lendemains qui chantent, du moins d'essayer de trouver une perspective pour un Français occidental qui s'en prend plein la gueule, pour le dire vulgairement, tous les jours. Puis, il faut dire, un sujet qui nous est cher à François aussi, c'est que les écologistes, tels qu'on les connaît depuis 40-50 ans, après René Dumont, etc., ont tout fait aussi pour dégoûter les jeunes, notamment enracinés, de ce qu'ils perçoivent comme une idéologie du métissage obligatoire, de fumeurs de joint, de punk à chiens, etc. Donc à partir de là,
quand vous êtes un jeune déclassé, notamment, ou qui en a marre d'être ponctionné par l'État, type Nicolas qui paye, je comprends, c'est humain que vous cherchez une sorte d'échappatoire dans un prométhéisme ou une sorte de progressisme de droite que Guillaume Fay ou d'autres avaient un peu exploré avec l'archéofuturisme. François, l'idée qu'il y a eu il y a quelques années qui est en train de faire pchit, c'est cette idée de décroissance, etc. C'est vrai que ça fait pas rêver. Hein, moi, ça me fait un peu rêver. Ouais, oui, mais moi aussi, mais je me suis aperçu. Pas la décroissance. Et j'avais eu cette discussion avec notre ami Jean-François Gaultier qui m'a dit mais l'homme ne peut pas être décroissant. Ça ne viendra que parce que il la subira. Voilà, c'est la nécessité qui fera loi. C'est la nécessité qui fera. Ça, je vous rejoins totalement. Non, ce qui m'inquiète un peu, Prométhée, ça n'était pas un être humain. C'était un titan. Et j'ai l'impression qu'on passe vraiment, en fait... ça finit mal pour lui, en plus. Hein. Et ça finit très mal. Il se fait bouffer le foie tous les jours, tout de même, par un retour. C'est pas franchement agréable. Et en fait, j'ai le sentiment qu'on vit une vraie rupture anthropologique. C'est-à-dire que c'est la fin des idées chrétiennes devenues folles. Donc, il y a eu un monde occidental empreint de christianisme. Puis ces idées sont passées dans le mondialisme, une forme d'humanisme avec cette colonisation du monde entier et l'espérance que ces valeurs occidentales pouvaient être imposées partout finalement et être adoptées surtout partout. Et là, j'ai l'impression qu'on vit le monde sans morale, où on est à nouveau face à une page blanche. Et ce qui m'inquiète, c'est l'homme d'après, en tout cas l'homme de moi je qualifie un peu ça de droite américaine, il bazarde tout de même l'écologie, il adopte le libéralisme qui nous a entraînés justement dans les dérives, dans beaucoup de dérives qu'on connaît actuellement. Et surtout, j'ai le sentiment effectivement que la notion de discernement vis-à-vis de soi-même, c'est-à-dire le rapport au moi et discernement entre le bien et le mal, est en train de disparaître. Alors ça paraît un propos très vague comme ça, mais ça se traduit très concrètement par une capacité, par exemple, à mentir sans complexe, et les yeux dans les yeux, à pouvoir adopter une position un jour, une position opposée l'autre jour. Là, ces derniers temps, on le voit vis-à-vis du tout récent régime Trump, des gens qui ont pu l'encenser il y a un an, et qui aujourd'hui le vomissent, mais sans se rendre compte qu'ils l'ont encensé. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de sortie du temps également. Ça a toujours existé. Le problème, c'est qu'on garde les traces avec Internet et les réseaux sociaux. Mais je ne suis pas sûr. Alors, je me trompe peut-être, mais j'ai le sentiment que là, justement, s'accélère. Ça s'est toujours fait, mais les gens savaient qu'ils le faisaient. C'est-à-dire qu'il y avait une conscience qu'ils étaient en contradiction avec leur et puis s'exprimer au bistrot, pas sur Twitter. Ouais, et là, il y a tout de même... moi, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de rapport au temps, plus de rapport au monde, plus de rapport à la géographie ni à l'histoire. On est dans une espèce de présentéisme total. Et c'est bien ce qui m'inquiète le plus. Alors, au départ, on a parlé de génération. Anthony, vous, c'est une génération que vous connaissez, c'est la vôtre. C'est bien, oui. C'est ce qui prouve qu'à Léban, il n'y a pas que des vieux. On a même Rodolphe. Ouais. En fait, vous n'êtes peut-être pas le plus jeune. C'est peut-être Anthony dans le... Non, c'est moi le plus jeune, je suis de 93. Le plus jeune, bon. Est-ce que c'est un phénomène de génération ou vraiment un autre mouvement qui est en train de se mettre en place ou est-ce que tous les jeunes pensent ça aujourd'hui Évidemment, pas tous les jeunes pensent ça. Pour en revenir à l'identité, c'est sûr que les jeunes de notre génération et celles qui viennent après sont davantage confrontés à la société multiculturelle et donc se définissent avant tout comme par leur couleur de peau. On peut le déplorer, mais parce qu'on n'est pas que des êtres de chair, on est des héritiers, on est des êtres de culture, des êtres sociaux. Mais malheureusement, en fait, confrontés aux difficultés, typiquement au racisme anti-blanc, on se réfugie sur cette identité première qui est la couleur. En fait, c'est la fameuse, c'est l'ennemi qui vous désigne, il vous désigne comme blanc, voilà. Et donc voilà. Mais oui. et ça, c'est réduit à ça. Oui, disons que c'est un point d'entrée en fait. Et après, on a toute cette droite prométhéenne, techno-solutionniste, qui a les yeux de chimène pour les États-Unis, pour Elon Musk et pour Trump. Musk, vous avez vu d'ailleurs très récemment au Forum économique de Davos, a dit qu'il y aurait davantage de robots que d'êtres humains. Et que tout le monde aurait un robot pour aller sortir le chien, pour aller aider le grand-parent qui est en difficulté, ou même pour garder les enfants.
Rodolphe, je reviens à vous parce que vous êtes peut-être un cas, effectivement, là où Anthony a raison, c'est que vous êtes un cas à part, vous êtes enraciné dans une région, vous avez un accent, ce qui devient de plus en plus rare d'avoir un accent. Je l'ai un peu perdu depuis que vous habitez à Paris. Oui. En fait, le problème de cette génération, c'est que contrairement peut-être aux anciennes, ils n'ont plus d'origine d'endroits, de régions qui leur appartiennent. Ils sont pas enracinés. Ils habitent tous. Cette fameuse phrase que je dirais pas qui l'a dite parce que je veux pas avoir de problème, mais c'est Benjanté qui disait « Ah, je suis content, je suis dans un pays où je peux manger dans mon McDonald's entre blancs. » Le problème, c'est pas d'être entre blancs, c'est de bouffer au McDonald's pour nous. Il est là le problème, c'est qu'en fait, ils n'ont plus de racines. Et leurs racines, c'est les films américains, c'est la culture américaine. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est ce qu'ils ont appris. Mais justement, parce que cette voie de l'enracinement, comme vous l'avez très bien dit, elle est en train de s'épuiser. Je vais me référer à des auteurs allemands, ça va vous plaire, Patrick. Voilà. Je sais que c'est un procès qu'on me fait assez souvent. Ce n'est pas un procès, c'est... Mais par contre, il y a une triplette d'auteurs allemands qui mentionnent bien, à mon avis, les deux voies possibles pour l'homme de l'Ouest, on va dire le blanc. C'est Spengler, Schmitt et Werner Sombart. C'est des livres qu'on a ressortis récemment aux éditions de la Nouvelle Librairie, Terre et Mer pour Carl Schmitt, Les marchands et les héros, justement, de Sombart, et Spengler, c'est un livre qu'on n'a pas chez nous, mais c'est Prussianité socialiste. Et c'est intéressant parce qu'à chaque fois, ces trois auteurs reviennent sur une opposition, justement, de la destinée de l'homme blanc, qui est, à mon avis, assez pertinente. C'est d'un côté, on va dire, la vision anglo-saxonne du marchand, vous savez, c'est le viking qui va conquérir justement le continent américain, donc celui qui outrepasse la thalassocratie, et de l'autre côté, l'homme enraciné, le Junker, le Prussien. Et c'est intéressant comme de voir à quel point ça a vraiment... à un certain moment, notamment au 19e siècle et un peu plus tard au 20e siècle avec Carl Schmitt, fondait justement, en tout cas, un certain imaginaire. Mais aujourd'hui, cet imaginaire de l'enracinement, du Junker, des sociétés, on va dire, subsidiaires, il manque d'énergie. La vitalité, elle est de l'autre côté de l'Atlantique. Elle est chez les Américains. Trump, on peut lui faire tous les reproches possibles, mais par contre, c'est une vitalité qui s'assume et surtout qui ne s'excuse pas. Et ça, il y a une partie des jeunes qui ont été, comme l'a très bien dit Daoud et Anthony, souvent justement culpabilisés, attaqués, violentés, voire même tués, là aussi il faut le mentionner, et justement qui pensent à travers cette sortie de leur condition de victime par la technologie, par le fait qu'on est quelque part un peu... la race, il faut dire le mot justement, qui a dominé, qui a apporté la science, tout ça au monde, ils se disent c'est peut-être un moyen aussi, je dirais pas de vengeance, mais en tout cas un peu de retrouver une certaine fierté. Et donc peut-être c'est à nous de le faire du côté des souverainistes ou même du côté de la nouvelle droite, c'est de montrer qu'il y a une autre voie aussi qui est possible pour l'homme blanc, c'est celle de l'enracinement, des identités locales. Alors je sais bien qu'elle a parfois un peu du mal à être mise, dans les faits concrets, dans la réalité, parce que comme vous l'avez dit, aujourd'hui, il faut aussi considérer qu'une partie de la jeunesse, c'est une jeunesse déracinée. Mais par contre, je pense que c'est notre rôle de conquérir ou en tout cas d'essayer de recréer des communautés. Et je pense par exemple dans notre génération à une personne comme Jean-Eudes Gana qui incarne bien justement ce retour à la défense d'une certaine identité, mais aussi à l'importance du local, des circuits courts, des écologies, d'une certaine écologie de droite, parce que nous par contre, si on mentionne l'importance des paysages, de la beauté, de conserver une certaine homogénéité sur un territoire, nous, comparé à la gauche, on fait aussi le distinguo avec les populations. Et c'est pour ça que la voie ethnodifférentialiste de la nouvelle droite, à mon avis, une voie pertinente dans les années à venir et qu'il faut la défendre. François, vous qui êtes un peu dans l'agriculture quand même, et en ce moment ça va pas bien l'agriculture. Non, ça va pas très bien. Il y a tout le monde. C'est un peu la crise. Cette jeunesse, vous la voyez ou pas? Je la vois ça. Est-ce que je la rencontre? Oui. Est-ce qu'on parle la même langue? Je ne suis pourtant pas si âgé, on a 10 ans d'écart avec Rodolphe. Mais j'ai l'impression vraiment qu'on n'a plus forcément les mêmes référents culturels. Et on parlait d'enracinement, ce que j'observe en tout cas moi dans ma région, au Sud-Touraine, nord du Poitou, et bien ce sont des gens qui n'ont pas du tout le sentiment d'appartenir. L'effroyable douceur d'appartenir, c'était comme ça que Nicolas Mathieu terminait son roman Leurs enfants après eux. Elle est rare. Parfois elle revient quand ils sont critiqués, quand ils sont acculés, mais en temps normal, j'allais dire, ce sont des consommateurs comme les autres. Moi, j'ai surtout le sentiment que j'ai, c'est que c'est avant tout le consumérisme, une forme de libéralisme qui l'a emporté.
Et dans l'analyse de ce qui se produit aujourd'hui, je vois davantage peut-être le dernier éclat du capitalisme de la finitude. Je sais plus, j'ai oublié le nom de l'auteur, mais qui en parlait récemment. C'est-à-dire qu'il y a les périodes où le libéralisme se porte bien, et dans ce cas, c'est un libéralisme d'échange, de diversité culturelle, de flux de capitaux et de personnes. Et puis, quand les choses se durcissent, que les ressources sont moins présentes, qu'il y a des bouleversements environnementaux ou climatiques, eh bien, on arrive à cette forme de capitalisme où ceux qui le peuvent ramassent tout ce qu'il est à leur portée. Et donc, une forme de rapacité se déploie. Et moi, j'ai plutôt l'impression qu'on en est là, hélas. Alors, il y a des mouvements. Vous citiez Jean-Eudes Gana, je pense à Academia Christiana, ou ce genre de choses, effectivement, qui donnent beaucoup d'espérance. Mais c'est comme lorsque je vois les catholiques se réjouir, et tant mieux, du pèlerinage de Chartres et de son succès, ça reste dérisoire numériquement dans la population française, et on est sur les mêmes proportions au niveau européen et au niveau mondial, si on parle de blanc. C'est un concept assez flou, mais la jeunesse qui se dit enracinée ultra minoritaire, et ce que je vois avant tout, ce sont des consommateurs qui voient que le mur arrive, qu'on y fonce à plein, et ceux qui le peuvent grattent tout ce qu'ils veulent, et puis les autres attendent un peu comme des pantins, quoi. Moi, je suis assez pessimiste, j'avoue. En plus, je suis d'un naturel enthousiaste, et voilà, je suis toujours rempli d'espérance. Mais là, j'ai l'impression qu'on est à un point où tout de même, l'homme blanc occidental, le français, il me semble avant tout apathique et pas du tout prêt à la révolution qui nous arrive en pleine figure. On parle de révolution, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette fascination pour la technique qui, à l'époque, en 69, pouvait se comprendre parce qu'on était au début. Il faut se rendre compte que depuis 69, on n'a quasiment rien fait, par exemple, sur le plan spatial. On admire le fait de faire aller une fusée en l'air et de la faire atterrir, etc. Alors qu'eux, à l'époque, ils allaient sur la Lune. Le fait qu'on ne l'a pas fait. Cette fascination pour la technique, il y a un côté... il manque un peu de religion, de sacré là-dedans. La technique qui a remplacé tout ça, c'est un peu... Ils se réfèrent tous à Guillaume Faye, parce que Guillaume Faye a un peu encensé tout ça et on en a fait une sorte de truc un peu indigeste, mais en fait, c'est une sorte de religion. Qu'ils ont... Ou alors ils totémisent peut-être des choses, y compris la blanchité, ce qui est une manière de reconnaître aussi, donner un point à Horia Botelja, puisqu'elle a désigné l'ennemi très clairement, en disant, et donc à se reconnaître de manière négative aussi, puisque le blanc, c'est celui qui n'est pas un tel ou un tel. Effectivement, mais en même temps, je me mets à la place de gens comme François et nous. C'est-à-dire que nous, on apparaît facilement comme des Philippulus dans Tintin, l'étoile mystérieuse, à annoncer l'apocalypse écologique, technologique pour demain. Mais et je comprends que les foucades, les rodomontades de Trump aient un côté un peu bravage qui puisse attirer. Mais j'en parlais avec un géopolitologue il y a 1 ou 2 jours. Il faut pas se leurrer. Derrière les coups de menton de Trump, il y a une puissance en déclin qui s'est pensée comme telle. Les géostratèges américains en ont pleinement conscience que la Chine va passer devant. Et en fait, tous les coups, y compris le Groenland, c'est une manière d'endiguer la Chine tant que c'est possible, et en fait de gérer, c'est le syndic de liquidation de l'hégémonie américaine, Trump. Quand on... Oui, parce que Spengler avait raison, le déclin de l'Occident est là. Ouais, dans cette fascination de la technique, de l'IA, etc. et tout, c'est pas l'homme blanc qui est leader là-dedans. C'est les Chinois, c'est les Indiens, c'est eux qui font toute l'industrie mondiale des semi-conducteurs est dominée par Taïwan. Ouais. Donc, ne pas oublier aussi à l'époque que la religion du progrès, ça a été aussi l'apanage de la gauche. Par exemple, vous prenez le texte, le manifeste techno-pessimiste de Curtis Yarvin, donc on va dire mouvement de la néo-réaction, lumière sombre, etc. Et justement, lui, il a mentionné dans son manifeste à la fin ce fameux texte de Trotsky, où par exemple Trotsky faisait un éloge justement de la technique en disant qu'on aurait des palais en haut du Mont Blanc et que chaque homme moyen serait un Goethe et un Aristote. Et d'ailleurs, on
on mentionnait quelque chose d'important, c'est qu'au moment, vous savez, où on a les États totalitaires, donc le fascisme italien, le mouvement nationaliste allemand et aussi le communisme, on s'était rendu compte aussi que dans l'art, par exemple, on avait un gigantisme. C'est Jean Clair qui avait fait un super livre là-dessus, où on sortait du modèle, j'ai envie de dire, de l'homme pour aller vers des statues monumentales. On pense par exemple à Arnaud Breker, mais même des bâtiments. On essayait vraiment, il y avait une course comme ça à la religion du progrès. Donc c'est pas forcément... Staline en a fait partie. Voilà, donc c'est pas forcément quelque chose qui a trait qu'à la civilisation occidentale. À moins qu'on considère par contre que le communisme était aussi quelque part englobé dans la civilisation occidentale. Mais là, c'est un débat aussi assez intéressant. Mais par contre, eux, là où ils font vraiment un lien entre ce techno-capitalisme, c'est que pour eux, il faut accélérer sans cesse le mouvement du capitalisme et le mouvement de la technologie, parce qu'on va arriver à la fin à l'accomplissement d'un système où on reviendra sur une sortie plutôt égalitaire, parce que vous avez par exemple des accélérationnistes de gauche ou d'autres qui vont dire justement plutôt à droite qu'on va accélérer le mouvement techno-capitaliste, et là on va arriver à la société, j'ai envie de dire, naturelle des inégalités, mais par contre qui sera la société telle qu'elle doit être. Je vais terminer avec vous, Anthony. Je vais être un peu taquin. Chez tous ces jeunes-là, il n'y a pas beaucoup de scientifiques. Hein. Ils sont fascinés par la science, mais en même temps, on ne les sent pas aller vers la recherche, vers ces métiers-là, vers l'ingénierie, etc. On a l'impression qu'ils attendent de sorte de messie, une technologie qui va, on ne sait pas si elle va arriver, et qu'est-ce que ça va devenir d'ici 20 ou 30 ans, quoi. Ah, mais ils sont fascinés par les puces Neuralink, par les fusées de Musk ou par les robots dont je parlais tout à l'heure, hein, ça c'est certain. Mais après, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce qu'il y a une formation intellectuelle qui sous-tend non, c'est sûr que non. Non, bon, bah écoutez. En tout cas, nous, on passera, on en reparlera, parce que je pense qu'après cette émission, on va s'en prendre. Mais alors, sur les réseaux sociaux, je regarderai même pas, hein, voilà, parce que je veux pas me faire du mal. Et puis, les vieux d'éléments, on va continuer quand même à en parler, parce que c'est quand même la génération qui est derrière nous, et c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Hein. Mais ça nous pose aussi quand même question, parce qu'à l'heure du capitalisme tel qu'on le connaît, quelle voie d'accomplissement, à part faire fortune par la crypto, ou alors en lançant un business, une idée de business qu'on va revendre à une multinationale et devenir millionnaire. Si on avait des ancêtres qui étaient conquérants, aviateurs, navigateurs, explorateurs, quand on est dans un monde connu, alors peut-être les fonds sous-marins qui restent peut-être la dernière zone à explorer, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'offre aussi à nous ? Il y avait un texte d'Adriano Chanca qui était très intéressant, qui montrait que plus le monde devenait technologique, plus on passait sur ce modèle du consommateur, comme tu l'as très bien dit, Patrick. Aujourd'hui, on nous amène tout à la maison. C'est Netflix, le cinéma à la maison. C'est les sites pornographiques avec la sexualité à la maison. C'est les livraisons Amazon à la maison, Deliveroo, etc., etc. Donc c'est intéressant parce qu'on voit un continent qui s'ouvre avec ce développement des technologies et en parallèle un amoindrissement, j'ai envie de dire, de l'homme qui est réduit au simple rôle de consommateur et vraiment un abaissement. Daoud, pour conclure. Il y a une phrase très juste dans l'édito Nouvelle École qui va contre le prométhéisme, qui dit que la connaissance de l'univers et de la science progresse plus que notre connaissance de l'homme. Ça reste vrai. Voilà, on termine là-dessus. On se retrouve le mois prochain avec notre ami Olivier François pour nous présenter le prochain numéro d'Éléments. Bonjour chez vous.